Bonjour à tous. Oula, un mois sans nouvelle vidéo. Il était temps de faire quelque chose. Et pour bien faire, je vous offre 30 minutes de rénovation sur notre bonne vieille DB7. On va commencer gentiment par la repose des dernières pièces manquantes, à quelques détails près. Il s'agit là du moteur et bras d'essuie-glace, ainsi que de la baie de pare-brise. L'idée est de rendre la voiture utilisable pour me rendre au rassemblement de riage, même en cas de pluie. Et vous verrez, c'était pas superflu. Il faudra que je prévoie de changer cette baie de pare-brise justement étant donné que les emplacements qui servent aux vis plastiques sont cassés. Évidemment c'est une petite babiole à 250€ habituellement que je me laisserai le temps de trouver à un prix encore un peu plus abordable. Et voilà un réglage aux petits oignons correct à la première tentative. Après ces petits travaux, je reçois Serge, un membre du club Aston qui possède une splendide DB7 qui a quasiment la jumelle de la mienne. L'occasion d'en essayer une sans souci de transmission, mais également de se rassurer sur les valeurs normales de pression d'huile. De ce côté, il semble bien que notre DB7 soit bien dans les clous. Excellent. Moins enthousiasmant la météo exécrable à Uriage où néanmoins, j'étais ravi de rencontrer certains d'entre vous qui avaient pu faire le déplacement. La DB7 à cette occasion a dépassé les 400 km effectués depuis le remplacement du moteur. Moi qui avais enfin pris le temps de la nettoyer correctement, mes efforts ont été réduits à néant. Allez, on va reprendre les travaux et soigner ce revêtement de ciel de toit qui a récemment décidé de divorcer de son support. Pas de grande difficulté pour réaliser cette opération sur cette voiture. Faut déposer les pare-soleils, les différents montants et le plafonnier. Pour pouvoir sortir le ciel de toit par la porte passager, il va falloir l'ouvrir au maximum et donc sortir la voiture du garage. L'occasion de vous montrer à quel point la fourchette de sélection de la marche arrière pose problème quelquefois. On peut dire que c'est juste, mais ça finit par passer. On va déposer le tissu qui est assez épais et qui heureusement peut être réutilisé car bien imperméable au revêtement en mousse sur lequel il a été fixé d'origine.
Maintenant, il faut retirer la toile en mousse qui s'est totalement désagrégée avec le temps. Au moins, elle laisse une surface qu'on va pouvoir réutiliser directement. Mais avant, il faut que je recolle certaines parties de la coque qui étaient cassées, probablement depuis le montage en usine. Ce sera fait à la bicomposant. Et puisque vous êtes amateur de moteur, je vous laisse profiter de cette symphonie d'un monocylindre de temps qui exulte sa joie du travail de moisson d'une nature devenue trop envahissante. Ce que je suis en train de déplier, c'est le revêtement mousse que je vais mettre en place avant de reposer le revêtement d'origine par-dessus. Bon allez, j'ai pitié de vous, je vais pas vous faire subir la débroussailleuse pendant les heures que j'ai passées à réaliser ces opérations. Il faisait plutôt chaud ce jour-là, et la néoprène séchait très vite. Il a donc fallu travailler par petites zones en partant du centre. Bien sûr, pas oublier d'ouvrir les emplacements qu'on va ensuite utiliser pour fixer les accessoires, mais également pour positionner correctement le tissu d'origine. Avant ça, il faut retirer la mousse qui est restée collée dessus. Une spatule et tout ça va aller plutôt vite. Le plus crucial est ici de positionner correctement le tissu. Mis de travers, on serait trop court à certains endroits et trop long à d'autres. Et ça ferait vraiment tâche à l'intérieur d'une Aston. Et voilà, on est positionné au millimètre partout. Et ça tient presque du miracle. Et pour finir, il faut en coller les bords. Quelques pinces à linge feront l'affaire. Après le ciel de toit, on n'en a pas encore tout à fait fini. Le tissu part également au niveau des montants arrière. On va donc devoir leur faire subir les mêmes étapes.
Voilà, on peut aller remonter tout ça dans l'habitacle maintenant. J'ai voulu le faire tout seul et je peux vous assurer que c'était pas forcément évident. En voyant la vidéo, je me suis aperçu de ces vilains défauts du tissu pas assez tendu avant de les retrousser. C'est totalement invisible une fois le tout installé, mais je pense que j'y retournerai pour arranger ça. Ça, c'est une bonne chose de fait. L'autre chantier majeur de cet intérieur, c'est la remise en état de la sellerie. Et là, j'ai eu la chance de me faire aider par mon fournisseur préféré en la matière, Colourlock. Je me dois de saluer la confiance qu'ils m'ont accordée dès le départ, ainsi que la réactivité et la qualité des produits qu'ils m'ont fournis gracieusement. C'était déjà le cas avant la vidéo, mais je continue bien évidemment à recommander vivement leurs produits. On va ici utiliser pas mal de produits de leur gamme, du dégraissant, de la teinte, du cuir liquide, mais également des produits d'entretien et même ce qu'ils appellent le stylo GLD qui permet de retirer facilement la teinte ou le mastic si par hasard il nous arrivait d'en mettre là où il faut pas. Juste avant de m'y mettre, je vais m'occuper de cette partie de la console centrale qui est un peu trop rayée à mon goût. Comme sur n'importe quel vernis ou peinture en carrosserie, on va lui offrir une session de poli illustré. Bon, évidemment, ma machine et mon pad sont un peu petits pour travailler confortablement sur cette pièce, mais bon, on fait avec. Avant de passer la teinte dont le siège conducteur a besoin, il faut préparer la surface avec le produit dégraissant. On peut même poncer le cuir avec un grain assez fin pour diminuer les imperfections et maximiser l'accroche de la teinte qu'on va poser par la suite. Vu qu'on a ici un cuir biton, il faut masquer les parties selon la teinte qu'on applique sur le moment. J'ai choisi de commencer par les parties vertes et déjà par le passepoil qui accuse bien son âge. Un petit coup de ponçage va permettre d'égaliser sa surface. Je précise que je ne me qualifie pas du tout de professionnel de la rénovation et les techniques que j'utilise pourraient peut-être paraître étranges à certains. Mais c'est celles que j'ai fini par développer en fonction des situations. En théorie, le produit ne s'applique sur du cuir qu'en réalisant des mouvements circulaires avec la mousse d'application. Vous verrez que ce n'est pas toujours comme ça que je procède. Selon la couche que je souhaite poser, je vais soit tamponner, soit faire glisser la mousse en sillon rectiligne, ou bien la passer en cercle si la zone traitée n'a besoin que d'un traitement léger. Si vous pouvez laisser le produit sécher à température ambiante, je préfère largement accélérer le processus en utilisant un sèche-cheveux. Vous allez voir, c'est radical. On peut évidemment superposer les couches, toujours en gardant en tête que si la précédente est sèche, en surface, elle reste encore un peu fragile pendant quelques minutes. Il faut donc être délicat et ne pas trop appuyer sur la mousse. Si vous débutez, prenez votre temps et optez pour les mouvements circulaires. C'est avec cette méthode que vous laisserez le moins de traces d'application.
Le bourrelet du dossier est déjà en bien meilleur état qu'au départ, mais sa surface est encore marquée par ses anciennes traces d'usure. Au bout de plusieurs couches, on peut donc la poncer pour égaliser tout ça avant de faire un ou deux passages supplémentaires. Dans le cas présent, Colorlock a réalisé les teintes et le cuir liquide sur mesure en fonction d'un échantillon de cuir que je leur ai fourni. La correspondance est parfaite aux endroits où le cuir n'est pas usé, mais ce siège conducteur a bien vécu, et il faut multiplier les couches pour retrouver un aspect original. Là, je réalise que j'ai commis une erreur en masquant en premier la partie beige. Mon scotch tient un peu trop fort, et j'arrive même à décoller des petits morceaux de la teinte d'origine. Une petite retouche est donc nécessaire, mais la leçon sera retenue pour le siège passager. On passe maintenant à l'assise, d'abord un petit ponçage s'impose, puis on va s'occuper à combler une zone griffée avec le cuir liquide. Bon enfin, pas la peine d'en mettre autant, c'est pas non plus le Grand Canyon qu'on va remplir ici. Voilà ici le stylo GLD en action à cet endroit où j'ai mis bien trop de mastic. Faut avouer qu'il y a quand même du progrès, non ? Le siège conducteur est terminé. On va passer au siège passager qui a besoin d'un traitement bien plus léger et heureusement plus rapide aussi.
boudoir central présente quelques petites touches d'usure, on va donc s'en occuper également. Et le pommeau de levier de vitesse a aussi bien dégusté. Il va également reprendre des couleurs. La transformation est plutôt radicale quand même. Et voilà, on arrive déjà au bout de la rénovation de l'intérieur. Enfin déjà, j'espère que vous n'êtes pas emmerdés. En tout cas, comme vous allez le voir, le résultat est là quand même. Même s'il n'était pas dans un état absolument affreux, ça lui a quand même fait beaucoup de bien. Alors, pour finir, après une recoloration comme celle-là, sur les zones sensibles, donc les rebords du siège, que ce soit pour l'assise et le dossier, c'est les zones qui étaient les plus abîmées au départ. On va utiliser ce produit. Donc là, c'est seulement pour cuire. Et ça va leur permettre d'être protégés pendant une durée assez longue. Hein. C'est pour, comme ils disent, 3 ou 4, voilà, 2 ou 4 fois par an. 2 à 4 fois par an à appliquer sur les zones sensibles. Donc là, on va s'y atteler. Un petit peu imbiber le chiffon. Et on va l'appliquer gentiment là où on sait que l'usure sera la plus prononcée. Évidemment, une zone à traiter en priorité, c'est le volant. C'est le cuir qui subit le plus de contact. Donc après l'avoir nettoyé, on peut également le traiter. Et à côté, puisqu'on parle du volant, on a évidemment, pour une boîte manuelle, le levier de vitesse qui lui aussi subit beaucoup de contraintes, de mouvement, de transpiration, etc. En plus des différents nettoyages. Voilà, ça lui fera du bien. Les rebords du soufflet aussi, qui ont tendance à être bouffés assez souvent. Bon, je vous montre le résultat final. Il reste des tout petits détails à régler, mais c'est pas, ça concerne pas les sièges en fait. C'est principalement les garnitures de porte, où il y a quelques petits accros que je vais continuer à retoucher avec le cuir liquide. À l'occasion, je vous montrerai ce que ça a donné aussi, hein, ça sera vite fait. Mais là, j'aimerais bien vous sortir la vidéo quand même cette semaine, donc on va s'arrêter déjà à la sellerie, et c'est déjà un beau progrès. Alors je vous montre ça tout de suite. Personnellement, la rénovation du cuir est l'un des domaines que je préfère quand je remets une voiture en état. Quand l'état de départ est mauvais, c'est quand même super agréable de voir à quel point on peut passer de l'état catastrophique à celui de quasiment neuf. Cette DB7 n'est pas le cas le plus parlant en la matière, mais le progrès est quand même grand.
J'espère que vous arrivez à le percevoir aussi bien qu'en personne. Le ciel de toit n'est pas mal, même si j'ai remarqué quelques défauts au niveau des montants arrière. Je sais cependant d'expérience qu'il faut parfois laisser le tout tranquille pendant quelques temps pour que les zones de pression visibles s'estompent du fait de la simple gravité. A voir donc dans quelques semaines. Bon, il est tard là. Il va falloir que je vous laisse sur ces images qui sont les premières que j'ai filmées, puisque c'était également la première fois que je voyais cette DB7. Vous pourrez à cette occasion remarquer l'état de départ du cuir. J'ai beaucoup de projets en attente de réalisation pour les prochaines semaines, alors vous devriez pas trop vous ennuyer par manque de vidéos. Faudra déjà que je commence par vous donner des nouvelles du ML. Est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises? Ça, vous le saurez dans quelques jours. En attendant, ciao à tous!